C'est l'heure du jugement. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, je lance un nouveau concept où je vais juger. Je vais juger des gens, des influenceurs, des acteurs, des réalisateurs, des personnes comme vous. Oui, je vais aussi juger vos films préférés, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Mais vous l'avez compris, en réalité, c'est juste un prétexte pour parler des films. Il n'y a pas vraiment de jugement, je m'en fiche. C'est juste un moyen pour vous faire découvrir de nouveaux films, vous donner mon avis dessus et en même temps faire le lien avec peut-être les personnalités des gens qui m'ont conseillé ces films ou qui en ont parlé publiquement. Et aujourd'hui, on va parler des recommandations de Papsan. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait un live avec lui il y a quelques mois. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur YouTube, sur ma chaîne secondaire. Vous tapez Reg et les Gorillas, Papsan, vous allez trouver. Et en gros, il m'a conseillé plein de films. On a parlé de ses films préférés. Ses films préférés étaient Seven. Mais bon, j'ai déjà vu, j'en ai déjà parlé. Vous savez que c'est un chef-d'œuvre que j'adore, donc j'avais pas vraiment envie d'en reparler ici. The Wailing, pareil, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, si je dis pas de bêtises, donc j'avais pas forcément envie d'en reparler ici. Mais vous inquiétez pas, au pire, je referai des critiques de ses œuvres. Il m'a parlé de Kaizen, évidemment, l'une de ses œuvres préférées. Mais blague à part, il m'a aussi conseillé des films en DM et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire cette vidéo, de voir un peu quels sont ses films préférés, ce qu'il aime, voir si moi j'aime bien pour le coup, et qui sait, peut-être après il va lancer son letterbox, j'en sais rien, peut-être, aucune idée. Mais en tout cas voilà, c'est avec lui que je voulais commencer, en plus il m'a autorisé, j'ai parlé avec lui, il n'y a aucun problème par rapport à ça, et j'en profite pour faire la pub de son expo, non pas qu'il a besoin de pub de ma part, il est bien plus grand que moi sur les réseaux, mais il a son expo à Paris ce week-end, moi j'y serai pour le coup aussi, donc c'est gratuit, vous pouvez y aller voir ses photos. Donc voilà, je voulais commencer avec lui, et ne prenez pas trop ça au sérieux, voilà, c'est juste un faux jugement pour parler de film. Encore une fois, je vais y aller sans spoiler et en ordre de préférence, donc mon préféré de la liste à la fin, mais juste mollo, parce que c'est un concept que j'ai envie de refaire et je vais juger plein de gens, mais ne le prenez pas trop sérieusement, hein, ne créez pas une guerre par rapport à ça. J'ai envie de commencer avec le film que j'ai le moins aimé de la liste, un film qui est plutôt bien noté, 3,7 sur Letterboxd, il y a plein de gens qui l'ont dans leur top 4, j'ai vu plein de gens me dire au fur et à mesure des années que c'est un bon film qu'il faut regarder, mais c'est celui que j'ai le moins aimé, ça veut pas dire qu'il est mauvais, on va en parler, mais grosso modo c'est Forgotten, un film coréen sorti en 2017, mais qui a vraiment explosé en popularité lorsque Netflix l'a distribué dans le monde entier par la suite. Forgotten est l'histoire d'un jeune étudiant qui débarque dans une nouvelle maison avec sa famille, et dans cette maison il n'y a rien de particulier sauf une porte qui doit rester enfermée. Et oui, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, mais elle doit rester enfermée, c'est les souhaits de l'ancien propriétaire qui va venir chercher les objets dans cette pièce d'ici quelques semaines, mais il y a des bruits et des choses étranges qui s'y passent et notre jeune étudiant va commencer à enquêter. Mais il faut savoir aussi que la préoccupation principale du film est le kidnapping du frère de ce jeune étudiant justement, qui va se faire kidnapper et qui va revenir mystérieusement après 19 jours sans aucun souvenir. Il ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines et c'est là que va commencer cette ambiance horrifique, thriller de film qui se la joue, voilà, film à plot twist, hein. C'est un peu comme ça que le film commence. Je veux dire, dès le premier plan, tu comprends un peu c'est quoi l'histoire, tu comprends c'est quoi les thématiques, tu comprends rapidement c'est quoi l'enjeu du film. Tu découvres pas tout et tu peux pas tout deviner, mais tu comprends c'est quoi l'attrait principal du film. Et le film fait un bon travail par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est le genre de film qui essaie de te surprendre constamment. C'est une surenchère de rebondissements, de plot twist, et il joue vraiment sur ça. Le cœur du film, c'est pas forcément les thématiques, les personnages, c'est vraiment la surprise. Forcément, lorsqu'un jeune revient sans souvenir pendant 20 jours, lorsqu'une porte ne peut pas être ouverte et plein d'autres choses louches que j'ai pas envie de spoiler ici, ça interroge et tu poses beaucoup de questions. Et le film veut vraiment que tu te poses ces questions parce que le film va jouer sur ça. Il va d'ailleurs jouer, ce qui est assez drôle parce que ça va beaucoup revenir dans cette vidéo, vous allez voir, sur la différence entre le rêve, la réalité. Alors c'est un film qui est pas du tout subtil, hein, pour le coup, dans le montage, qui m'a un peu dérangé d'ailleurs parce que je trouve que ça manquait justement de subtilité contrairement à d'autres films de la liste par rapport à ça. La musique aussi très nulle, très Hitchcockienne, mais en faisant des caisses, hein. Pour le coup, c'est un truc générique, un autre thriller psychologique, mais en tout cas, t'es comme, on va dire, le jeune enquêteur, toi en tant que spectateur, t'as envie de savoir ce qui se passe, t'as envie de découvrir un peu ce monde, et c'est là, pour moi, que l'œuvre m'a un peu perdu, je dois être tout à fait honnête, c'est que ça joue le facteur choc. Regarde comment t'as surpris avec le film, tu t'attendais pas à ça, c'est hyper explicatif aussi pendant une longue partie du film. Je veux dire, la révélation, la grosse révélation arrive assez tôt dans l'œuvre et ensuite c'est que des explications de comment ça s'est fait, comment ça s'est passé. C'est un peu une sorte de porno à plot twist, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, ces grands films entre guillemets qui ont d'énormes twists et ensuite ils passent genre 1 heure à t'expliquer pourquoi le twist fonctionne, pourquoi il est bien et tout. Moi je trouve ça un peu nul. Personnellement, c'est jamais le genre de film qui m'a plu. Ça m'a fait penser à Prédestination, hein. Vous savez, Prédestination,
Prédestination, c'est ça. T'enlèves entre guillemets le twist à Prédestination, il n'y a pas grand chose. Là, c'est un peu construit de la même manière que Prédestination, dans le sens où, bah oui, tout est focus sur le twist. Si le twist marche pas pour toi, bah le film marche pas pour toi. Donc, il y a beaucoup de twists, beaucoup de rebondissements, et ça oublie, d'après moi, de raconter un peu une histoire qui a un cœur, qui a de l'émotion. Il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi, hein, pour le coup, mais la structure même de l'œuvre m'a fait ressentir ça, et j'ai trouvé ça décevant de ce point de vue-là. Et ça devient même grotesque, hein, je trouve, à certains moments. Ils en font vraiment, mais vraiment des caisses. Ils essaient de trouver 20 000 trucs pour justifier ça. C'est un peu comme, vous savez, The Game de David Fincher. Genre, le film, plus t'avances dans le film, plus ça devient grotesque et risible, et ça te gâche un peu la qualité du film. Alors que, bon, The Game, ça raconte d'autres choses, et c'est bien meilleur que ce film, je trouve. Mais The Game, c'est ça le problème. C'est qu'à la fin, tu dis, ok, vous en avez trop fait, j'y crois plus du tout, c'est un peu ridicule. Bah là, c'est ça depuis le début, quoi. J'exagère un petit peu, c'est un peu méchant de ma part, hein, mais j'ai ressenti ça dès le début, et dès le début tu comprends en réalité, et le fait qu'ils aient zéro subtilité me dérange pas en soi, mais moi ça ne m'a pas plu, ça ne m'a pas intéressé, parce qu'ils en font des caisses, parce que la fin, je trouve, c'est pas une image de la fin, hein, pour le coup vous inquiétez pas, hein, je montre juste des images un peu random, la fin je l'ai pas trouvé satisfaisante du tout, je n'ai rien ressenti à la fin, même le contraire, elle m'a vraiment agacé, je trouve. Par contre j'avais un peu peur, parce qu'au début on dirait un peu un téléfilm, avec le côté un peu lisse, le côté un peu studio à certains moments, j'étais pas très fan, mais ça reste comme un film où il y a quelques petites idées par rapport à certaines choses que j'ai pas envie de spoiler. C'est un huis clos presque à certains moments, ça se passe beaucoup dans cette maison, et ça c'est pas mal du tout, parce que tu ressens vraiment la maison, tu sais ce qui se passe dedans, les bruits, d'où peuvent venir les gens, qu'est-ce qui s'y passe réellement. Donc en réalité c'est plutôt pas mal. Je dis pas qu'il y a des idées, hein, mais ça ressemble pas forcément que à un téléfilm. Il n'y a pas le truc Netflix, parce qu'à la base c'est pas un projet, hein, Netflix. Mais oui, si vous aimez les films où tout le monde en fait des caisses, il y a 1000 twists, ça veut vraiment surprendre le spectateur constamment, vous allez aimer. Il y a des liens sympathiques et thématiques qui sont dressés entre les personnages que j'ai trouvé ok, mais c'est trop de l'explication porn, c'est trop de choses qui moi m'ont complètement fait ne pas m'intéresser au film, tout simplement. Pourtant c'est 1h45, 50, un truc comme ça devrait passer vite, mais c'est passable, honnêtement, c'est juste passable. Moi j'étais pas fan, moi j'étais déçu, moi j'ai trouvé que c'était un peu trop pour rien. En réalité c'est dur d'en parler sans spoiler évidemment, mais je comprends pourquoi les gens aiment, parce que c'est le genre de film qui est plus populaire, c'est le genre de film que les gens adorent. C'est pas mon cas, voilà, c'est pas du tout mon cas, c'est le genre de film d'habitude que je méprise, au contraire, et j'ai été vraiment mis sur le côté durant tout le film. J'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que c'était too much de tous les points de vue, et que c'était pas non plus hyper intelligent. Donc il y a des gens qui vont adorer, si vous aimez les films où il y a plein de rebondissements, plein de twists entre guillemets, où ça joue vraiment avec les attentes du spectateur et ça se focus vraiment sur ça, vous allez kiffer. Si vous voulez voir un film qui est brillamment mis en scène, qui est émouvant, qui a des personnages intéressants, des intrigues de folie et tout, ouais, un peu moins, c'est beaucoup moins intéressant même, j'ai envie de vous dire, mais voilà, vous savez si vous pouvez apprécier ou pas ce film. Et moi je suis pas fan de K-drama entre guillemets, que ce soit en film ou en série, alors ça dépend des films, mais là c'est vraiment entre guillemets le cliché du K-drama où ils en font des tonnes tout le temps, quoi. Et ça, je suis pas fan, j'ai un peu du mal à rentrer dedans pour le coup. Je sais que je me suis fait des ennemis avec déjà le premier film que j'ai critiqué ici, mais la deuxième recommandation que j'ai quand même préféré un petit peu, c'est A Silent Voice. Et là aussi, je me suis fait des ennemis, parce que je sais que lorsque j'ai mis ma note Letterboxd, et encore une fois, faut pas prendre les notes Letterboxd trop au sérieux, il y a plein de gens qui étaient hyper énervés, mais c'est un film d'animation adapté d'un manga du même nom que je ne connaissais pas du tout, hein, pour le coup. Vous savez que je suis pas très manga animé, mais il est sorti en 2016, le film, et il est vraiment adoré pour le coup. Je crois que c'est le film de la liste qui a la meilleure note, sauf le premier. Il a 4,2 sur Letterboxd. Les gens adorent, kiffent, et je vais vous expliquer un peu de quoi ça parle. Grosso modo, dans une jeune classe arrive une nouvelle élève qui, elle, pour le coup, est sourde, et à cause de cet handicap-là, elle sera régulièrement harcelée par les autres élèves, et surtout un jeune homme, pour être plus précis, qui lui, plus tard, va découvrir qu'il a été mauvais, qu'il a été méchant, il va comprendre qu'il a été un harceleur, et il a envie un peu de se rattraper. Quelques années après, il est un peu en dépression, il a envie de se sentir un peu mieux, de rattraper ses erreurs, de s'excuser, d'avoir le droit un peu à sa rédemption, et c'est là que débute du coup une nouvelle relation amicale qui va être le centre du récit, du cycle de l'harcèlement. On va voir les anciens personnages, les nouveaux, mais tous par rapport à un degré d'harcèlement différent, ceux qui ont harcelé un peu, beaucoup, pas du tout, ceux qui étaient victimes d'harcèlement, ça va parler des méthodes d'harcèlement, l'impact, les conséquences de l'harcèlement de manière générale. Bon, ça réinvente pas la roue sur la thématique de l'harcèlement, mais c'est plutôt bien amené. Je trouve que ça fait le travail, c'est divertissant de ce point de vue-là. Et c'est intéressant parce que c'est surtout une sorte de ode à la jeunesse.
leurs problèmes, les dérives aussi de la jeunesse, à quel point on peut être bon, mauvais par rapport à ça dans le monde scolaire, la réussite, la jalousie, toutes ces choses-là. Donc il y a pas mal de petits moments entre les cours où au fait, toi quand tu es jeune, c'est ces moments-là que tu chéris, c'est les moments entre deux classes par exemple, et ils font bien un travail sur ça, sans même parler encore une fois de la rédemption et comment tu te rattrapes après avoir été une mauvaise personne. Et forcément, ça traite d'handicap. On est face à une personne sourde, ça va expliquer les problèmes sociaux, psychologiques et économiques liés à cet handicap, et ça va loin je trouve dans la psychologie entre guillemets, j'ai pas envie de spoiler encore une fois, mais ça va assez loin, et peut-être il y aura des trigger warnings à avoir pour certaines personnes en tout cas qui ont souffert de choses on va dire mentales, qui ont pu leur faire des choses peut-être un peu dangereuses, mais en tout cas ça va loin et c'est ça qui est intéressant. Oui, il y a des choses pas mal en termes de mise en scène avec le symbolisme des fleurs ou des signes comme vous le voyez ici. Encore une fois, j'ai pas envie d'aller trop dans les détails. Il y a aussi un truc sur le rêve, ce qui est assez rigolo parce qu'on a 3 films sur 4 aujourd'hui qui ont cette thématique du rêve. Mais il faut savoir que c'est un film qui est quand même assez mignon, qui est adorable, qui a une morale sympathique, qui en fait aussi des caisses tout le temps, des longues tirades, des longs monologues, des jeunes qui se comprennent pas, des choses comme ça. Ça ne me dérange pas qu'ils se comprennent pas les jeunes, mais c'est vraiment beaucoup à chaque fois. C'est toujours l'overdose, l'excès, c'est constant. C'est beaucoup, c'est l'émotion presque à l'état le plus pur, mais en faisant des tonnes et des tonnes à chaque fois. Il y a beaucoup de personnages, je pense vraiment, c'est trop long d'après moi, c'est 2h10, c'est le film le plus long de la liste et ça se ressent pour le coup. Je pense qu'il y avait moyen d'enlever une demi-heure sans déconner, et ça reste simple, mais c'est bien, c'est sympa, c'est adorable. Oui, c'est plus une cible, je dirais, d'adolescents pour ce genre de film plutôt que adulte ou jeune adulte, mais c'est sympathique, c'est mignon, ça peut être intéressant pour les gens qui découvrent le harcèlement à l'école. Donc pour des adolescents, je pense que ça va être vraiment très bien et très sympa. Le film est joli, pour le coup, il y a de belles images, il y a des trucs de symbolisme et de mise en scène qui sont plutôt cool, mais honnêtement, je me suis royalement emmerdé devant, je suis désolé de le dire, et encore une fois, moi quand ils en font des caisses comme ça, j'ai vraiment du mal avec les personnages, j'ai du mal à m'attacher à eux, surtout qu'il y en a beaucoup. C'est bien, c'est sympa, mais bon, j'ai du mal à comprendre le 4,2 sur Letterboxd. C'est peut-être les fans du coup du manga qui se sont dit putain, en fait le film a adapté notre manga ou animé est trop bien, et ou peut-être, j'en sais rien, mais moi qui découvre justement ce film et ses licences entre guillemets avec ça, c'est bien, mais sans plus pour le coup me concernant. Mais je comprends pourquoi les gens peuvent aimer. Adorer, j'ai un peu du mal, mais je comprends quand même un petit peu, mais c'était pas spécialement mon cas pour le coup. Je sais que j'ai été négatif et je m'en excuse, mais bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas aimé les films précédents, mais là j'ai bien aimé, là j'ai même plutôt kiffé. C'est un film que Papsal m'a conseillé qui s'appelle Le Moine et le Fusil, qui est sorti du coup en 2023, 2024 en France d'ailleurs, donc je l'avais complètement raté en salle, et c'est un film bhoutanais. Et oui, ça arrive pas souvent qu'on voit des films bhoutanais, d'ailleurs ça m'a donné envie ce film de voir le précédent film du réalisateur. J'en avais entendu parler à l'époque, je savais pas que c'était le même, c'est L'école au bout du monde pour le coup, mais bref, si on doit parler de ce film, on est en 2006 et c'est là que les premières élections de l'histoire du Bhoutan doivent avoir lieu. Et oui, c'est vrai, parce qu'avant c'était un royaume, une dynastie, mais là ils sont passés à la démocratie. Oui, le roi a abdiqué et il a dit à son peuple, ok, maintenant il faut aller voter. Et pour faire voter des gens qui n'ont jamais connu la démocratie, c'est forcément un peu compliqué. Donc ils vont préparer majoritairement la population rurale, parce que c'est ça, le Bhoutan, c'est beaucoup de gens qui vivent en ruralité, avec une sorte de fausse élection d'entraînement pour savoir comment les gens allaient voter, pour leur apprendre comment voter. Mais c'est compliqué parce qu'ils n'ont même pas leur date de naissance, ils savent pas quel jour ils sont nés, ils ont quel âge forcément, donc c'est toujours un peu compliqué. Et le pire, c'est qu'en fait les Bhoutanais, ils s'en fichent. La démocratie les intéresse pas vraiment. Eux, ils font leur petite vie à la campagne, ils s'en fichent un petit peu, ils connaissent le roi, et puis basta. C'est un concept pour eux qui est pas du tout intéressant. Et c'est là que ça va être intéressant, justement, en tant que spectateur et pour le film, c'est que, justement, avec le concept de démocratie, ils vont commencer à se déchirer entre eux. Parce qu'ils vont se dire, attends, avant on avait un roi, maintenant toi tu votes pour lui, moi j'ai envie de voter pour lui, pourquoi tu votais pour lui et pas pour l'autre? Et ils vont commencer à se déchirer entre eux au fur et à mesure à cause de ça. Et c'est ça la thématique, on va dire, principale de l'œuvre, c'est le décalage entre la ruralité, la ville, les traditions et ces fameux temps modernes qui sont cités dans le film, et c'est symbolisé par le côté spirituel des moines qui eux vivent dans leur communauté rurale avec leur religion, leur spiritualité, et le reste, honnêtement, ils s'en fichent un petit peu ils font leur vie et puis basta. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est ça le concept de l'œuvre, c'est qu'un moine prépare un rituel, il a besoin d'un fusil pour ce rituel-là. Mais en même temps, il y a un Américain qui veut ce fusil parce que c'est un fusil de la guerre civile américaine,
c'est un mec qui collectionne les fusils. Et c'est ça la thématique aussi de l'œuvre, c'est qu'en fait le Bhoutan, en ayant accès à la démocratie et en même temps Internet, la radio et toutes ces choses-là, commence à se mondialiser et commence à être littéralement, physiquement et presque médiatiquement, disons pour pas dire métaphoriquement, contaminé, si on peut dire ça comme ça, par les États-Unis et la culture américaine. Du coup, le symbole de l'Amérique via les moyens de communication se fait de plus en plus entendre, voir, et c'est ça qui est assez drôle. Et t'as une scène qui est à mourir de rire, hein. C'est une jeune fille qui enlève une sorte de calendrier presque traditionnel du Bhoutan pour y mettre Daniel Craig et James Bond, parce qu'ils ont découvert James Bond en fait à la télé et ils sont giga fans. Quantum of Solace pour vous dire, hein, c'est tout pourri et ils sont quand même fans parce qu'en fait ils découvrent ce monde-là. Donc en fait c'est l'histoire du Bhoutan qui est mondialisé de plus en plus et qui abandonne ses traditions pour Daniel Craig. Et ça, c'est très très drôle. Et c'est ça, en fait, l'histoire et le but, c'est une sorte de lutte pour la civilisation, pour l'ancien monde, la ruralité, versus le nouveau monde, les restes du monde. Mais c'est positif. C'est vraiment good vibe, bonnes ondes, très humaniste comme œuvre. Et ça reste une comédie, en fait, avant tout. Oui, il y a un peu de drame et tout, mais ça reste majoritairement une comédie un peu loufoque. C'est pour ça que le film marche bien, je pense, parce que le côté... D'ailleurs, dans l'élection, c'est assez drôle, parce qu'ils ont ce truc en mode tradition versus industrie versus liberté. Ils doivent faire un choix de ce qu'ils préfèrent entre les trois. Il y a tout un truc par rapport au système féodal, évidemment, la ruralité, et le choix qu'ils font est à mourir de rire, je trouve. Mais il y a un vrai cœur, honnêtement, de l'œuvre, parce qu'il y a les gens de la ville qui est dans la ruralité pour aider. Les gens de la ville comprennent pas vraiment la ruralité. Pourtant, la majorité du pays, c'est la ruralité. Il y a un vrai décalage, mais c'est humain, c'est beau, c'est joli. Il n'y a pas de mauvaises intentions, j'ai envie de vous dire. Au contraire, le film est assez positif avec tous les personnages, tout le monde. Et c'est pour ça que c'est bien, c'est que c'est vraiment good vibe. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est fort. Et c'est ça qui fait que c'est une œuvre vraiment feel good pour le coup. Il y a de beaux paysages, ils mettent beaucoup en avant le Bhoutan. Je m'attendais pas à ça en ayant vu le Bhoutan. C'est pas ce que moi j'avais vu comme image du Bhoutan. C'est très plat, fatalement. Là où ils ont décidé de filmer, je m'attendais pas à ça. T'aurais filmé ça en Europe, j'aurais pas vu la différence, je vous jure. Mais en tout cas, le film arrive à se poser, arrive à nous faire profiter du fait que le Bhoutan, c'est calme, c'est joli, mais pas énormément non plus. C'est-à-dire qu'il y a ces plans-là pour nous montrer le pays, mais il fait pas forcément toujours le lien entre la ruralité, les paysages, la nature, la spiritualité via la mise en scène. Et c'est là que ça m'a un petit peu déçu pour le coup, parce que je trouve qu'en termes de rythme, les 1h47, pareil, ou 1h50, passent super vite. C'est divertissant, encore une fois, ça fait rire, hein, enfin, entre guillemets, ça fait rire, c'est une comédie légère, mais je trouve qu'en termes de mise en scène, même s'il y a des moments de symbolisme assez forts, mine de rien, je trouve qu'en mise en scène, le film a été timide et n'a rien tenté d'extravagant, entre guillemets, ou d'intéressant ou de brillant. À chaque fois que je voyais le film, je me disais, ah, c'est bien, mais c'est simple, c'est efficace, hein, et c'est cool, mais ça restait simple. C'est bien, je peux vraiment vous le recommander, ça vaut le détour. Les deux autres films, d'après moi, ne valaient pas forcément le détour. Celui-ci peut valoir le détour si c'est une histoire qui vous intéresse, si vous voulez voir une comédie légère, sympathique, qui parle de thématiques sérieuses et qui vraiment marque une époque dans un pays. Ouais, carrément, ça vaut le coup d'après moi, je pense, et je peux clairement vous le recommander. C'est le premier film de la liste que je peux vous dire de regarder sans problème. Si vous voulez voir ce genre de film, c'est disponible sur Canal, celui-ci pour le coup. Mais voilà, c'est beau, c'est rigolo, conclusion satisfaisante aussi pour le coup, et pour les fans de comédie humaniste, allez-y, ça vaut le détour. Et le meilleur film de la liste, j'ai envie de dire de loin, parce que c'est vrai, hein, c'est un véritable chef-d'œuvre, hein, c'est Perfect Blue, et j'avais déjà vu auparavant Perfect Blue, c'est une redécouverte pour le coup du film, et je l'ai revu parce qu'en fait 1h20 c'est génial, je voulais en reparler du coup du film plus intelligemment, même si c'est un peu et sans spoiler, parce que ce genre de film en fait, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de trucs que tu peux spoiler facilement que je vais pas vous spoiler, mais c'est 1h20 déjà, et c'est considéré comme, voilà, c'est chef-d'œuvre d'animation, que ce soit japonais ou pas d'ailleurs, c'est l'un des plus grands films d'animation de tous les temps, il sera toujours dans les listes, et c'est normal, parce que c'est l'une des œuvres les plus marquantes du style, de sa génération, et c'est un film assez grandiose que je pense vous devez regarder. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi vous devez vraiment le regarder. C'est l'histoire d'une chanteuse qui décide de quitter son groupe de pop afin de se lancer dans le monde du cinéma et de la télévision. Sauf que en quittant ce fameux groupe de pop, ce groupe commence à avoir beaucoup de succès. Succès que le groupe n'avait pas avec elle. Et en même temps, elle est dans une série télé où elle a qu'une seule réplique et elle n'est pas du tout la star de la série télé. Elle a fait un énorme pari en quittant ce groupe qui maintenant cartonne sans elle. Et en même temps, elle, d'un point de vue de sa carrière, elle fait plus grand chose. Enfin, elle l'essaye, hein, mais elle fait plus grand chose et elle a du mal. Et c'est ça qu'on va suivre, hein. C'est les problèmes de cette jeune femme dans ce monde brutal, violent du show business japonais, du cinéma et de la télévision. Mais bon, évidemment, japonais ou pas, peu importe le domaine, c'est brutal, c'est violent, surtout quand vous êtes une femme.
et c'est là que ça va être assez fort, c'est que c'est pas la chose principale de l'œuvre. Ce qui nous intéresse vraiment beaucoup, c'est le véritable problème, c'est le stalker qui la suit partout. Et oui, et là on a c'est un stalker qui la surveille et a même créé une sorte de journal intime en ligne. C'est marrant parce que c'est aussi le début d'Internet, comme avec l'arrivée d'Internet au Bhoutan. Là, c'est aussi le début d'Internet au Japon à l'époque. C'est un film de 1997, donc c'est vraiment le début. Et ce stalker-là, un journal intime où il explique un peu ce qu'elle fait tous les jours, mais explique aussi ses émotions. Du coup, elle commence à avoir une sorte de relation très étrange avec ce journal intime qui reflète ses émotions, mais pas trop, et en même temps la vision qu'a le stalker d'elle. Je vais m'arrêter là sur le journal intime, mais ça va évidemment beaucoup plus loin que ça. Et là, on est face à une sorte d'œuvre qui est complètement Hitchcockienne, qui va se concentrer sur le côté vraiment psycho-sexuel, thriller. Encore une fois, quelques trigger warnings pour les gens qui n'aiment pas les choses très sexuelles dans les œuvres, surtout de manière violente, mais ça va être ça. C'est le côté qu'on voit beaucoup chez Hitchcock, le côté voyeuriste, parano, sexy, sexuel et plus d'ailleurs, et la rage féminine et d'exploitation des femmes dans ce domaine et de manière générale, et ça mélange parfaitement le rêve, la réalité et surtout la fiction, parce que quelle est la limite entre une série télé, entre un film, entre ta vraie vie, elle qui commence un peu à perdre la tête. Donc il y a plusieurs couches et degrés de lecture qui sont vraiment fascinants, et le montage là, je vous jure, il met une claque. Le travail qui a été fait sur les cuts à chaque fois, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment réagir, ça te met dans des situations où tu es hyper concentré, d'un coup ça change complètement l'histoire, tu dois être focus à fond, tu dois réfléchir à ce qui se passe, et ça te tient pas du tout par la main, mais en même temps, vu que c'est court, c'est intense, il y a vraiment 1000 idées de mise en scène constamment, surtout sur les reflets, vous allez voir dans le film, mais chaque plan, une idée de mise en scène, narration visuelle à fond, ça parle beaucoup via la mise en scène des personnages, ça développe les intrigues mais parfaitement, c'est hyper satisfaisant, il y a une vraie précision dans pourquoi il y a certaines scènes, comment elles sont montrées. Bon, tu sens que ça a été storyboardé à mort et tout, et que chaque truc, il y a une super idée par rapport à ça. Donc c'est vraiment satisfaisant de A à Z, et plus tu avances dans cette œuvre, plus ça devient une sorte de cauchemar éveillé assez perturbant. Il y a des rebondissements qui sont constants, intelligents, ça raconte toujours quelque chose sur les thématiques que j'ai citées, sur les différents personnages, mais surtout le personnage principal, mais pas que. Pour le coup, l'ambiance musicale est dingue, tu as envie d'écouter la BO. Après, il y a un jeu, encore une fois, qui est génial sur l'apparence, le miroir, le reflet, Internet et tout. C'est tout nouveau, Je veux dire, à l'époque, c'était le début d'Internet. Tu pouvais te voir enfin en ligne. Je veux dire, un écran, c'est comme une sorte de reflet, et il joue beaucoup sur ça. C'est génial. J'en dirai pas plus pour le coup, mais c'est un véritable chef-d'œuvre du cinéma, d'animation, même du cinéma tout court. Donc, vous devez vraiment voir Perfect Blue. C'est 1h20. C'est rapide. C'est 1h20. Il faut être accroché. Ça va vite. Il faut être vraiment concentré de A à Z. Regardez-le. Perfect Blue, c'est absolument génial. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi si le concept vous a plu, vous a intéressé. Je compte faire ça avec d'autres personnes. J'en ai vu d'autres qui ont donné leur avis sur Internet. Ça peut être très intéressant, très drôle. Donc pourquoi pas. Donc dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé? Que pensez-vous de ces films? Les avez-vous vus? Essayez de me convaincre pour Forgotten, pour Silent Voice. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Ça, vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu. Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.